Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon bilan de l'année 2023. Comment vous dire que c'est la vidéo que j'attends de faire chaque année, hein. C'est ma vidéo préférée, donc j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo, je vous lance le générique et je vous retrouve tout de suite. Je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que j'ai eu une année de lecture, en tout cas 2023, exceptionnelle. Ça n'a pas été difficile de choisir ce top 15. Alors peut-être de classer les livres, oui, mais de choisir ces livres, ça n'a pas été difficile parce que j'ai eu vraiment que de bonnes lectures cette année. Il y a eu des déceptions, il y a du livre que j'ai moins aimé, mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui, ni même jamais en fait, puisque les livres que j'ai moins aimés cette année, je vous en ai déjà parlé dans le bilan mi-année. Je pense que j'avais déjà fait un petit bilan à la moitié de l'année, je vous avais parlé de déceptions. J'ai pas envie d'insister, de remuer le couteau pour ces livres-là, parce que ce sont des livres... C'est pas des mauvais livres, c'est juste des livres qui ne me convenaient pas. Donc je ne vais pas vous présenter de flop 2023 cette année, même si j'adore présenter des flops, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Mais là, quand j'ai regardé les livres que j'ai le moins aimé cette année, j'ai vraiment pas de quoi bitcher, hein, clairement. Donc voilà, j'ai pas de flop à vous présenter. Concernant les graphiques, je me suis rendu compte que j'ai lu énormément de graphiques cette année. J'ai eu énormément de coups de cœur en graphique. Donc vraiment, je pense que vous présenter mes graphiques préférés de cette année nécessiterait une vingtaine de minutes et j'ai pas envie que cette vidéo dure plus d'une heure. Donc j'ai décidé de ne pas présenter de graphique dans cette vidéo-ci. Je ne sais pas encore comment je m'y prendrai pour vous en parler, mais ce ne sera pas dans cette vidéo-ci. Cette année littéraire a été assez marquante parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur, je m'en rends compte, beaucoup de très bonnes lectures, de lectures que je vais garder en tête longtemps. Et cette année aussi a marqué ma découverte avec plusieurs genres littéraires. Vous savez, je pense, si vous me suivez depuis un moment, je suis quelqu'un qui lit des choses très différentes. Je lis vraiment des choses très variées, c'est pour ça que ma bibliothèque est aussi grande. C'est aussi pour ça que mes piles à lire sont interminables, parce que je lis autant du thriller, de la fantasy, du fantastique, de la jeunesse, du... Vous voyez, il y a tellement de genres qui m'intéressent que voilà, parfois je suis un peu perdue devant l'amas de livres devant moi, tellement j'ai de choses que j'ai envie de lire, je suis hyper curieuse. Et cette année, j'ai encore rajouté 3 genres littéraires vers lesquels je ne me tournais pas forcément auparavant. Donc je suis dans la merde hein, pour les années à venir, j'ai l'impression. Le premier genre vers lequel je me suis tournée cette année et que je lisais pas auparavant, c'est les réécritures de mythologie. Ça ne m'intéressait pas du tout les années précédentes. Quand ça a commencé à sortir justement, il y a eu des premières publications. Ça m'intéressait pas du tout parce que la mythologie, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai eu la curiosité, j'ai eu l'envie de lire de la réécriture de la mythologie. Et ça a été un peu ma perte, hein, puisque désormais j'ai envie d'en lire plus, j'ai envie de découvrir d'autres livres de ce genre. J'ai lu par exemple Pénélope Renditak, qui n'est pas dans mon top 15, hein, mais qui a été quand même une très bonne lecture cette année. J'ai lu Ariane, j'ai lu Méduse, j'ai lu plusieurs réécritures de mythologie qui m'ont donné envie de m'intéresser un petit peu de plus près à la mythologie. J'ai notamment acheté le livre Mythes et Meufs, que je n'ai pas encore lu, mais voilà, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus, donc je suis vraiment dans la merde parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres dans ce genre-là. Voilà, donc sa première découverte. Deuxième découverte, c'est un genre littéraire vers lequel je ne me tournais pas forcément puisqu'il m'a toujours fait un petit peu peur, c'est le genre du roman historique. Parce que j'ai toujours cette peur de ne pas m'identifier quand c'est surtout un roman historique qui se passe au XVIIe siècle, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et puis j'ai découvert un livre qui a été un immense coup de cœur. Et c'est ça qui a fait que désormais j'ai envie de lire un petit peu plus de romans historiques. Et alors le truc le plus surprenant cette année,
c'est ma passion fulgurante pour les livres qui se passent sur d'autres planètes. Alors que si vous me connaissez, enfin je ne sais pas, mais en tout cas les gens, mes proches, savent que moi, vraiment, tous les films, toutes les histoires, tous les univers, tous les jeux de société d'ailleurs, qui se passent sur des planètes, c'est vraiment pas ma passion. Ma plus grosse migraine de ma vie, ça a été en regardant, comment s'appelle ce film, Interstellar. Et un jour, j'ai lu un livre, je vous en parlerai tout à l'heure, qui a fait que j'ai demandé à mon compagnon, est-ce qu'on peut regarder Interstellar? Il m'a regardé avec des énormes yeux en me disant, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Et désormais, j'ai très envie de lire d'autres choses qui se passent sur d'autres planètes. Enfin, je suis complètement folle. Donc ça a été un petit peu la découverte de ce genre littéraire. C'est un troisième genre que j'ai découvert cette année, donc je vous en parlerai un petit peu plus dans le top. Donc ça fait 3 plombes que je parle, j'ai toujours pas fait le top. Cette année, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert un livre égyptien, un livre libanais, j'ai été au Japon, je suis retournée au Japon, j'ai beaucoup voyagé dans mes lectures, hein, toujours. Et alors j'ai retrouvé des auteurs chouchous, ça je m'étais promis, c'était dans mes résolutions un petit peu de 2023, c'était de retourner vers des valeurs sûres, des auteurs que j'aime beaucoup. Cette année, j'ai relu du Franck Tillier, j'ai relu du Jessie Burton, qui est une autrice que j'adore, du Léonore de Recondo, j'ai retrouvé des auteurs, autrices que j'aime beaucoup, notamment Adeline Dieudonné. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour le blabla. Je vais vous présenter quelques livres qui ne sont pas dans le top 15, mais qui m'ont quand même marqué d'une manière ou d'une autre. Je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Je me suis permise d'augmenter un petit peu la lumière puisque il fait nuit alors qu'il est 14h45. Tout va bien, moi qui étais fière de filmer tôt. J'ai envie de vous présenter 3 livres inclassables qui ne seront pas dans mon top 15 parce que je n'arrive pas à me dire si je les ai aimés. C'est des livres qui m'ont effectivement marqué, dont je me souviens très très bien. C'est 3 livres effectivement qui m'ont laissé des sensations, des sentiments particuliers, mais j'arrive toujours pas à dire si je les ai aimés. Je pense notamment à Méduse de Martine Desjardins. Je ne sais pas si j'ai aimé ce livre. C'est un livre quand même assez sordide qui va parler d'une petite fille qui se fait maltraiter de toutes parts, une petite fille qui est atteinte d'une difformité, quelque chose avec ses yeux. C'est un livre très symbolique avec beaucoup de métaphores, vraiment très original. En fait, je n'arrive pas à dire si j'ai aimé ou pas ce livre. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu hors catégorie, mais je devais quand même vous en parler. C'est pareil pour La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. C'est un livre dont je me souviens très très bien maintenant. Après plusieurs mois, je l'ai lu en avril il me semble. Un livre qui m'a potentiellement marqué effectivement, mais je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, l'histoire de cette femme dont le mari tombe amoureux d'une autre. Et elle voit cet amour et elle va être rongée par pas mal de sentiments. Ça termine d'une manière assez particulière. Ça m'a fait penser un petit peu à du Émile Zola d'une certaine manière, à Thérèse Raquin. Un roman belge, hein, d'une autrice belge qui écrit quelque chose de très moderne en fait pour son époque. Et c'est un livre qui m'a marqué, mais je ne sais pas si c'est en bien ou en... Voilà, je ne sais pas dire. Mais j'avais quand même envie de vous montrer cette lecture parce que effectivement, c'est un livre qui m'a marqué cette année. Et on va passer à une transition très très bien puisque un dernier livre qui m'a marqué, c'est Paternoster de Julia Richard. Parce que c'est un livre qui était très agaçant sur la première partie. Je me souviens que j'avais beaucoup râlé du côté très superficiel d'un personnage, des relations amoureuses qui ne me plaisaient pas, je n'aimais pas ces personnages. Et au fur et à mesure, l'autrice a tourné un petit peu son histoire, a changé son histoire pour amener des thématiques féministes, des thématiques hyper intéressantes. Et donc ce livre me laisse un petit goût amer comme ça, d'une première partie moyenne qui est volontaire hein, de la part de l'autrice, mais j'ai quand même passé la première partie du livre à râler. Et puis la deuxième partie que je trouve très très sombre, que j'ai trouvée très intéressante en même temps. Une lecture mitigée, mais en même temps volontairement mitigée, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, voilà. Et j'ai ressenti exactement la même chose avec un autre livre de la même thématique. Il s'agit de Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Première partie, pareil. Je détestais les personnages, je trouvais ça cliché à mourir. Vraiment, c'était insupportable. Et puis, paf, l'autrice a changé quelque chose dans le livre. On se rend compte qu'effectivement, cette première partie est volontaire et donc ça apporte une autre dimension au livre et les thématiques sont un petit peu similaires à ce que présente Julia Richard dans Paternoster. Donc voilà, c'est 2 livres qui m'ont marqué, mais
qui m'ont laissé quand même un petit goût amer parce que j'étais frustrée et puis l'autrice change et... Ah, vous voyez, c'est ce genre de lecture un peu frustrante. En parlant de Pourquoi tu pleures, je vais faire le lien avec le 15e livre de mon top 15, qui est un livre que j'ai lu début d'année. Et autant il y a des livres que j'ai lus début d'année et que j'ai complètement zappé, que j'ai complètement oublié, même si je les ai adorés sur le moment, autant celui-là, je m'en souviens très bien. C'est un livre que je vais fortement rapprocher de Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine. Il s'agit de Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça a été une grosse surprise cette année, c'est effectivement, ça ressemble beaucoup à Pourquoi tu pleures, même si ici on va parler de Rosine, qui est une femme qui au début du roman va tuer ses enfants. Voilà, elle va noyer ses deux filles et on va expliquer un petit peu comment elle en vient à tuer ses deux filles. C'est un livre très fort et je me souviens qu'il y a toute une plaidoirie d'une avocate incroyable qui est poignante, qui est forte, qui est impactante. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture, d'autant plus que c'était une surprise puisque je ne m'y attendais pas en voyant la couverture. J'avais vraiment des a priori. Autant Amélie Antoine, voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup de base. Mais ici, Sandrine Cohen, je ne la connais pas. Je vois ce livre dans une couverture que je trouve pas folle. C'est pas un livre que j'ai choisi pour son auteur, pour sa maison d'édition. C'est un livre que j'ai choisi parce que j'étais intriguée par la thématique. Et quelle bonne idée d'avoir acheté ce livre, parce que vraiment j'ai adoré. Donc Rosine, une criminelle ordinaire, ça a été un très très bon livre cette année. En 14e position, je vais parler d'un roman qui pourtant n'aura pas la meilleure note sur Livre Addict. Si vous regardez un peu mon compte Livre Addict, je mets des notes, voilà, en fonction de mon appréciation. Et j'avais mis 16 sur 20, qui pour moi veut dire, en français, ça veut dire j'ai passé un bon moment de lecture, maintenant ce ne sera pas mon livre préféré. Et pourtant, il est en 14e dans cette sélection avec des très bons livres. Il est en 14e dans cette sélection parce que c'est un livre qui m'aura marqué inévitablement quand je repense à mon année 2016. Tout va bien. Quand je repense à mon année 2023, je repense à ce livre qui m'aura laissé le souvenir d'une aventure originale et fantastique. Je vous parle des Piranèses de Susanna Clarke. Je me rends compte que je devais le mettre dans ce top 15. On est perdu dans cette lecture, c'est une expérience de lecture en soi. On est perdu dans cette lecture avec ce personnage qui est dans un labyrinthe, qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas où il va, et nous-mêmes, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas qui nous sommes, on est perdu. Et j'ai adoré cette expérience de lecture, c'était très prenant comme lecture. C'était original. Je me souviens pas tant que ça de la fin de la lecture, mais plutôt de l'expérience en elle-même. Mais je peux vous dire que ce livre m'aura marqué puisque quand je repense vraiment au meilleur moment de mon année, eh bien, il y a Piranèse qui en ressort. Donc, je suis très contente parce que pourtant, quand je l'ai terminé, je me suis dit, bah oui, c'était une bonne lecture, mais il est resté dans ma tête finalement et je suis très contente, j'aime bien quand les livres font ça, quand ils me surprennent en revenant dans ma mémoire au fur et à mesure de l'année. C'est particulier, mais je suis très contente. En 13e position, j'ai mis un roman que je n'ai plus puisque je l'ai prêté à une amie, je mets la couverture ici. Cette année, j'ai donc découvert La Plume de Claire Keegan, en tout cas la traduction des romans de Claire Keegan, une autrice irlandaise qui propose des livres très courts, et très doux, avec beaucoup d'émotions en très peu de pages. Les Trois Lumières va nous parler de l'histoire d'une petite fille qui vit dans la pauvreté, dans une famille nombreuse. Sa mère est enceinte d'un énième enfant et sa mère s'occupe très peu d'elle. En fait, on peut vraiment dire que c'est une petite fille qui est maltraitée et elle va un jour être confiée à un couple de personnes plus âgées qui n'ont pas d'enfants, donc un couple qui va lui donner tout l'amour qu'elle manque. Et en fait, le résumé s'arrête là, puisqu'il ne se passe pas énormément de choses dans ce livre. C'est une histoire terriblement touchante. Il y avait beaucoup de sentiments dissimulés, beaucoup de non-dits. J'aime énormément les non-dits en littérature, ça m'a énormément touchée. Il y a eu par après un film qui s'appelle A Quiet Girl, que j'ai adoré. C'est un film qui m'a bouleversée. C'était extrêmement bien filmé, très peu de musique, des belles images, très beau film que j'ai vu au cinéma cette année. Du coup, très connecté puisque ça s'inspire de ce livre. J'avais vraiment envie de le mettre dans ce top parce que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée en si peu de pages. Je pense que j'ai jamais eu un top 15 aussi varié au niveau des genres littéraires. Alors c'est toujours varié, hein, parce que je lis de tout comme je vous l'ai dit, mais j'avais jamais eu un top 15 aussi varié, je pense.
Je vous dis ça parce que le prochain livre, c'est un témoignage. Donc on passe à encore autre chose. Et vous allez voir le livre d'encore après, c'est encore toute autre chose. Puis enfin bref. En 12e position, j'ai mis un livre que j'ai lu très récemment. C'est pour ça que quand je décide dans cette vidéo de vous parler de livres marquants, il y a des livres que j'ai lus très récemment, donc forcément je m'en souviens plus, donc je ne sais pas encore vraiment dire s'ils m'auront marqué sur le long terme. Mais en tout cas, je sais que ce livre a été une excellente lecture. J'ai lu Chris au tigre de Neige Sino, à chaque fois je me trompe, c'est aux éditions Paul. Je n'ai pas dit les maisons d'édition précédentes, tout va bien. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, c'est un peu étrange de dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, puisqu'on parle ici d'un témoignage extrêmement noir d'une jeune femme qui a subi des sévices horribles, qui a subi un abus au sein de sa propre famille, donc vraiment quelque chose d'horrible. Ce livre, je l'ai lu très très vite. Je le lisais en même temps qu'autre chose et puis en fait j'arrivais plus à lire l'autre chose et je revenais tout le temps vers ce livre et je l'ai pour finir dévoré parce que autant Neige Sino va nous parler de sa propre vie, de sa propre expérience avec des mots très forts. Elle va effectivement partager des choses qui lui sont arrivées, donc on a vraiment des scènes terribles. Autant il y a ces passages-là, autant Neige Sino a ce regard un petit peu extérieur qui va un peu analyser ce qui lui est arrivé. Elle va, notamment au début, elle fait le portrait de son agresseur. Donc, elle arrive à se détacher un petit peu de ce qu'elle a vécu pour nous apporter énormément de choses, énormément de messages. On voit un petit peu les réactions des personnages autour d'elle, les réactions de la presse, on a des coupures de presse et on a beaucoup de références. Elle va nous partager pas mal de podcasts, de films, de livres qu'elle a lus, qui l'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Après avoir lu ce livre, j'en suis sortie avec une multitude de références et de choses à découvrir. Après, j'ai écouté un podcast sur toute la semaine où je faisais des caisses à la maison. J'ai écouté le podcast très connu, hein, très marquant également, qui est... attends, c'était quoi? Un podcast terrible. Hein, ah oui, le podcast de Charlotte Pudlowski, ou peut-être une nuit. Donc Louis Média, qui est une série donc, de 7 podcasts qui a été très marquante. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce podcast. Ils ont fait également une série sur les chefs d'orchestre femmes, qui était hyper intéressant. Et voilà, par la suite de ce livre, j'ai écouté ces podcasts, donc j'ai été un peu immergée dans cette thématique pendant une semaine, comment vous dire, tout va bien. Mais bon, c'était très bien fait, c'était pas voyeuriste, c'était vraiment... J'ai trouvé ça important pour moi d'écouter ça. Et c'est très bien écrit en plus, avec une plume splendide, et franchement très très bonne lecture. Maintenant, effectivement, comme je vous dis, je l'ai lu il y a un mois, un truc comme ça, donc je sais pas si sur le long terme il me marquera, Dieu seul le sait, dans quelques mois je saurai. Mais très très bonne lecture, je devais quand même vous en parler. Ah oui, en 11e position, on passe vraiment, vraiment du coq à l'âne, mais vraiment, on est vraiment sur des genres diamétralement opposés, puisque en 11e position, je vais vous parler d'un roman de science-fantasy que je n'ai pas en ma possession, puisque en général, quand j'aime des livres, quand j'ai des coups de cœur, je les fais lire autour de moi, et donc en ce moment, mon compagnon est en train de lire la 5e saison de N.K. Jemisin, qui était une lecture qui m'a énormément plu. Une excellente lecture que j'ai lue en juillet, il me semble, de donc 2023, qui est un roman très difficile à résumer. Donc le premier personnage qu'on va suivre, c'est un personnage qui a un pouvoir effectivement lié au volcan, lié à la Terre. Elle sait faire bouger par des ondes. Ne me demandez pas trop d'explications, j'ai plus le livre entre mes mains, je l'ai lu en juillet. Donc vous expliquez déjà, quand je l'avais entre les mains, c'était compliqué. Alors maintenant, après 6 mois... c'est laissez tomber, mais en tout cas c'était effectivement un personnage qui avait ses pouvoirs, sachant que dans cet univers les personnes dotées de ces pouvoirs sont chassées. Donc on va suivre cette personne qui va fuir son village après avoir découvert la mort de son enfant, horrible. On va suivre un autre petit personnage, Damaya, si je me souviens bien, qui avait effectivement ce type de pouvoir et qui a été repéré par un gardien qui va l'emmener, il me semble, pour un petit peu maîtriser ses pouvoirs. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, j'ai trouvé l'univers mais tellement original, j'ai adoré la fin, la révélation finale, ça me donne hyper envie de lire la suite. Maintenant, je pense que ce livre aurait pu être dans mon top 5 si j'avais pris la peine, ou si quelqu'un avait pris la peine de me le dire,
de me référer au glossaire pendant ma lecture. Parce qu'effectivement, nous avons un glossaire très intéressant avec beaucoup de mots qui sont utilisés dans le livre. Et ce glossaire est vital pour comprendre le livre. Et moi, pendant les 3/4 du livre, j'ai lu ce roman sans me référer au glossaire. Je pense vraiment que ce livre m'aurait encore plus plu, m'aurait plus apporté si j'avais compris immédiatement tous ces mots qu'on retrouve dans le livre, qu'on explique à la fin dans le glossaire. Donc il faut de temps en temps regarder dans le glossaire. Bref, et évidemment mon compagnon est en train de lire, lui il lit le glossaire et il me dit mais je ne sais pas comment tu as fait pour lire ce livre sans avoir le glossaire. Eh bien moi non plus je ne sais pas, mais j'ai quand même adoré. Donc voilà, mais j'avais vraiment envie de vous le présenter. Et alors on arrive à mon top 10. En 10e position, le livre de Collie, un roman chez La Talente de M.R. Carré. Alors c'est marrant parce que c'est un livre que j'ai reçu pour Noël 2022 et je l'ai lu pas trop longtemps après, et ce qui n'arrive pas souvent. Et ça a été un gros coup de cœur, cette lecture. Donc ici, on est plus sur un roman d'anticipation, roman dystopique, mais dans un futur très 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 éloigné. On va suivre le personnage de Collie, qui est un jeune garçon qui vit dans cette société complètement, dans un village complètement rudimentaire, avec vraiment type homme de Cro-Magnon, quoi. Et Collie, il vit dans cette vie, tout est normal pour lui, sauf que Collie va être un jour intrigué par les techs. Et les techs, ce sont, on sait que ce sont des objets autrefois multimédia. Et donc il va découvrir un jour, je vous laisse découvrir comment, un objet, un tech, qui va complètement le fasciner, alors que dans son village, c'est interdit. Vraiment, on ne peut pas les utiliser. Si tu en as en ta possession, attention, c'est super interdit. C'est un livre que j'ai adoré parce que on est dans ce futur tellement éloigné qu'on est perdu, hein. Et en même temps, on a quand même des références à notre monde actuel, dans les yeux d'un Collie complètement naïf, et donc cette naïveté est très touchante mais en même temps très agaçante, mais en même temps ça apporte quelque chose vraiment au récit. Le langage aussi de Collie, ça va jusque dans le langage qui s'est appauvri au fur et à mesure des générations. J'ai adoré, c'était tellement bien fait, très très bonne lecture. On va revenir avec un témoignage par Marcel Sauvageau. Il s'agit de Laissez-moi. C'est un livre que j'ai adoré cette année, qui m'aura fortement marqué. Je rapproche ce livre très fortement à La Séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, que j'ai lu il y a 2-3 ans, qui avait été un énorme coup de cœur. Pareil, dans mon top, je crois, de l'année. Je le rapproche très fortement puisqu'on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va aller dans un sanatorium pour se soigner. Elle a un gros chagrin, son amant ne reviendra pas, et on va voir un petit peu toutes des réflexions en fait de cette femme, ses commentaires, je crois que ça s'appelait commentaires au départ, toutes des réflexions de ces femmes que j'ai trouvées extrêmement fortes à cette époque, des phrases tellement actuelles. C'est là que j'ai commencé à fluorer dans certains livres, quand je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de souligner, je les souligne au crayon. Je mets un petit post-it, et quand il y en a beaucoup, je commence à les fluorer. Laisse tomber, c'est mon livre, je fais ce que je veux. Et donc là, laisse tomber, c'est rose. Et c'était quoi? Je vais quand même vous le dire. J'ai essayé de garder un petit appui en dehors de vous, afin de pouvoir m'y accrocher le jour où vous ne m'aimeriez plus. Ce petit appui, ce n'était pas un autre, ce n'était pas un rêve ni une image, c'était ce que vous appeliez mon égoïsme et mon orgueil. C'était moi que dans la souffrance, je voulais pouvoir retrouver, je voulais pouvoir me serrer moi-même sur moi, seule avec mon mal, mes doutes, mon manque de foi. Dans la détresse, c'est parce que je me sens que j'ai la force de continuer. Si tout change, si tout me fait mal, je suis moi avec moi-même. Pour que je me sois perdue, il aurait fallu que je fusse sûre de n'avoir plus besoin de moi. Et j'ai adoré la lucidité de cette phrase. Je pense que j'ai fait également une vidéo dans laquelle j'ai bien parlé de longtemps parlé de ce livre, et j'ai adoré, ça m'a fort marqué. Et à nouveau, un roman très court, et à nouveau, quelle surprise! Un roman libretto dans mon top 15, un roman La Talente dans mon top 15, vous verrez un Gallmeister, mes maisons d'édition sont fortement représentées, mes maisons d'édition préférées sont fortement représentées dans ce top. Voilà, ensuite, en 8e position, un roman également que j'ai donné à ma maman, pour le coup, parce que c'était un coup de cœur et je n'arrivais pas à le trouver dans le temps donné, donc je lui ai donné mon exemplaire. Cette année a signé ma réconciliation, en tout cas mes retrouvailles avec Jessie Burton, qui est une autrice que j'adore. Jessie Burton, elle avait écrit Les secrets de ma mère, qui avait été un de mes meilleurs livres, je crois mon livre préféré en 2020, 2019, je ne sais plus. J'avais adoré ce livre. J'ai lu cette année donc Les filles au lion
J'ai adoré également, il est également dans ce top. Elle a cette manière d'écrire des livres qui te passionnent dès la première page, dès le premier mot, des personnages tellement forts, des psychologies tellement intéressantes. Dans Les filles au lion, nous avions l'histoire d'une jeune fille. Cette femme travaille dans une galerie d'art, il me semble, et un jour, elle va découvrir d'une certaine manière un tableau. Elle va vouloir en savoir un petit peu plus sur ce tableau et se rend compte que sa boss a un comportement étrange en faisant la découverte de ce tableau. C'est vraiment un livre en deux temporalités, le présent avec notre héroïne et le passé avec l'histoire de ce tableau. J'ai adoré, c'était incroyable comme lecture. Si le roman n'a pas l'histoire la plus originale, je trouve que Jessie Burton arrive toujours dans ses romans à apporter ce quelque chose en plus qui fait qu'on est complètement imprégné dans la lecture, on est complètement imprégné dans l'histoire et on ne peut pas le lâcher. Elle a cette plume, pourtant c'est traduit, hein, je ne sais pas sa plume initiale, mais cette manière de nous prendre par la main et de nous faire découvrir des univers, c'était tellement intéressant, j'ai adoré, enfin bref, j'ai pleuré beaucoup dans cette lecture. Ensuite, en 7e position, je vais vous présenter le livre, je pense que c'est le livre que j'ai lu au meilleur moment où j'avais besoin d'un roman cocooning, réconfortant, douillet avec un peu de magie. J'ai découvert Legend and Latte de Travis Baldree. Ce livre va nous parler d'une orque, d'une petite orque qui a vécu donc sa vie d'orque, une vie barbare, et qui va décider un jour de se poser et d'ouvrir son café, puisque dans le village dans lequel elle se dirige, je crois que c'est Thune, the City of Thune, dans le village de Thune, ça n'existe pas les cafés, donc elle va amener quelque chose un peu exotique dans ce village, elle va créer un café cosy qu'elle va appeler Legend Latte et on va voir du coup la création de ces liens avec les habitants du village qui sont un peu perturbés par son arrivée parce qu'elle est un peu effrayante. Elle va se créer des liens avec des personnages un peu originaux, il y aura une petite romance adorable. C'est très doux comme lecture, c'était vraiment la lecture la plus bienveillante et la plus douce de cette année. Je la mets très 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 haut dans le top, vous l'aurez vu, parce que je me suis sentie tellement bien dans cette lecture et pas à un seul instant je me suis demandé ce que je faisais là, pas à un seul instant j'ai trouvé des choses problématiques. C'était vraiment la lecture douce par excellence. J'ai adoré du début à la fin, en plus il y avait ce côté magie passionnant et vraiment, j'ai trouvé tout ce que je recherchais à ce moment-là et c'était tellement bon comme lecture. En 6e position, on va passer à trop chose, puisque je vous avais dit qu'il y aurait un Gallmeister dans cette sélection et le Gallmeister en question, il s'agit de Betty de Tiffany Magdalies. En regardant pas mal de tops d'autres booktubers, je me rends compte qu'il est dans beaucoup de sélections. Il est dans la mienne également. Je pense que c'est un livre qui avait été choisi par mon compagnon, parce que souvent le lundi quand je pars travailler, je fais choisir des livres à mon compagnon, il lit les résumés et il en met un dans mon sac. Donc j'ai la surprise dans le train. Et en fait, je me rends compte maintenant qu'il y a plusieurs livres de ce top qui sont des livres choisis par mon compagnon. Donc ce que je fais, c'est que je choisis le jour même des livres que j'ai très envie de lire. Donc c'est vraiment des envies du moment et je choisis parmi ces livres-là. Donc c'est ce qui fait aussi que la lecture est aussi forte. C'est parce que j'en ai très très envie à ce moment-là. Et donc il avait choisi Betty de Tiffany Magdalies, lecture que j'ai lue début d'année. C'est un livre qui m'aura fort marqué pour toutes les émotions qu'elle m'aura apportées. Notamment, je trouve la chose la plus forte, la plus importante de ce livre, c'est la relation entre Betty et son père. Une relation extrêmement pure, extrêmement belle. Beaucoup de mots, de moments, je les vois sur le toit d'une voiture assis l'un et l'autre. Je vois des moments magiques père-fille que j'ai trouvé splendides. Il y a des moments très très cruels dans ce livre. Il y a une scène, notamment, il y a un abus, il y a une scène de violence sur animaux très très glauque. Voilà, il y a quand même des scènes assez fortes dans ce livre, mais assez fortes dans le sens assez cru, assez glauque, et il n'y a pas à mettre entre toutes les mains, honnêtement. Mais moi, ce que je retiens le plus de cette lecture, c'est cette relation père-fille qui m'aura bouleversée. Vraiment. J'ai beaucoup pleuré dans cette lecture. Je l'ai lu juste après ou juste avant que Les filles au lion. Je me suis rendu compte que cette semaine-là, j'ai chialé ma race, quoi. J'ai chialé beaucoup cette semaine-là parce que dans Les filles au lion aussi, j'avais beaucoup pleuré. J'ai adoré cette lecture. L'histoire aussi de ce père qui a cette fierté d'être Cherokee et qui veut apporter cette fierté à sa petite fille. Et tu vois que cette petite fille est fière et en même temps, elle se voit confrontée à un profond racisme autour d'elle. Et
Bref, ce livre m'a beaucoup plu. Et on arrive à mon top 5. Il y a un livre qui m'a embarqué cette année, un roman japonais qui m'a embarqué pendant, je pense, plus de 3 semaines. Une fresque familiale, une aventure, une saga vraiment familiale, l'histoire de cette petite fille. L'histoire de cette petite Tomoko dans le miroir des courtisanes. Tomoko, vous voyez, j'ai aimé le livre. L'histoire de Tomoko qui est vendue par sa mère en tant que courtisane et on va voir l'univers des courtisanes, les différences avec les geishas, on va voir comment il évolue au sein de cette société de courtisanes. J'ai adoré ce livre parce que on voit grandir Tomoko, on voit à quel point le rapport de Tomoko avec sa mère est important du début à la fin de sa vie. Tout au long de son histoire, ce rapport avec sa mère va lui laisser des traces, va impacter ses choix, ses décisions. Comme vous le voyez, ce livre, je pense que je l'ai lu en février-mars et il m'aura fortement marqué. Je me souviens très fort des émotions que j'ai pu ressentir en lisant ce livre. C'est un roman magnifique. En plus, c'est une fresque historique, puisqu'on voit tout ce qui se passe dans ces années-là, entre 1900 et 1960, donc on voit tout ce qui se passe à Tokyo dans ces années-là. C'est hyper intéressant. J'ai adoré. En 4e position, je mets un livre. Alors je mets un auteur, hein, clairement, puisqu'en fait j'aurais pu dans mon top faire un top 20 avec 4 romans de l'auteur, mais j'ai décidé de ne pas faire trop redondant parce que c'est un peu chiant. Voilà, un top 20 c'est plus long en plus, surtout quand je parle pendant 3 plombes. J'ai mis en 4e position un auteur qui m'a marqué encore une fois cette année, puisque ça fait 10 ans que j'aime cet auteur, enfin ce qu'il écrit en tout cas. Et cette année j'ai lu 4 de ses romans. Il s'agit de Franck Thillier. J'ai lu le manuscrit inachevé que j'ai adoré, que j'ai trouvé exceptionnel, surtout par sa fin, par le côté audacieux des choix de l'auteur justement sur la fin du récit. Je vous laisse un peu découvrir, mais je trouve que ce côté audacieux et le texte que j'ai préféré cette année de Franck Thillier, c'est « Il était 2 fois ». J'ai adoré, c'est ce qui suit le manuscrit inachevé. J'ai adoré celui-là, je trouve que l'histoire était encore plus passionnante. Les choix un peu audacieux de l'auteur étaient encore plus présents, je trouve, dans celui-là. Il était parfait, ce roman, ce thriller en tout cas, était parfait en tant que thriller, en tant que roman policier, parce qu'il me semble qu'on a, je ne sais plus si on avait une enquête policière. Oh, c'était tellement étrange, ce gars qui se réveille dans un hôtel. Et en fait, les gens ne le reconnaissent pas. Enfin, c'est très étrange. Il va s'installer dans une chambre d'hôtel. Et puis, pendant la nuit, il entend des choses. Il voit des oiseaux tomber par terre. Très bizarre. Et en fait, il se réveille. Et le matin, les gens ne le reconnaissent plus. Trop bizarre. Et lui-même ne se reconnaît pas. Hein. Donc, il y a une explication. Et c'est génial. Franchement, mais Franck Thillier, il me surprend mais tellement avec ses thématiques originales. C'est un auteur qui se renouvelle beaucoup dans les thématiques qu'il aborde, pas forcément dans les choix qu'il va faire dans certains de ses livres, mais dans les policiers, je trouve qu'il est exceptionnel. Cet auteur, je ne vais pas en parler pendant 3 plombs, ça fait 10 ans que je vous parle de Franck Thillier, donc voilà, mais celui-là était excellent. J'ai adoré La Faille aussi, son dernier roman. Maintenant, effectivement, il y a un peu une accumulation de malheurs, de personnages qu'on aime bien. Il faut que Franck Thillier passe à autre chose, qu'il passe à d'autres personnages, parce qu'effectivement, on a un peu une accumulation, j'ai envie qu'il décrive avec d'autres personnages. Je pourrais en parler encore pendant 2 heures, mais j'ai l'impression que cette vidéo est interminable. Alors, cette année a marqué ma découverte avec une autrice qui est dans tous les tops de tout le monde, hein, je pense. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 heures, là, quand je faisais l'intro de la vidéo, que cette année aura marqué ma découverte des romans qui se passent dans l'espace, justement. Et bien, c'est grâce à cette autrice. Alors, j'ai découvert cette autrice avec Un psaume pour les recyclés sauvages, donc Becky Chambers. Je le mets pas dans ce top 15 parce que j'ai bien aimé cette lecture, ça a marqué ma découverte avec l'autrice, mais c'est pas non plus mon livre préféré de l'année. Je bien aimé, c'était chouette, mais voilà, c'est pas mon livre préféré de l'année. Mais s'il y a un livre qui m'a marqué cette année, c'est vraiment celui-là. C'est Apprenti par bonheur. J'ai adoré ce livre. Effectivement, on est avec des astronautes qui sont donc dans l'espace, 4 astronautes pour explorer différentes planètes. Et moi, le côté espace, le côté astronaute, le côté dans tous ces trucs-là, je sais pas, ça m'intéresse pas. Et là, dans ce livre, elle apporte quelque chose, elle apporte une émotion tellement originale et tellement douce et bienveillante
que je n'ai plus envie de lire que ça. On voit jusqu'où ma folie peut aller. On partait vraiment de « Ah non, pas des astronautes, oh non, dans l'espace, dans une fusée, mon Dieu, ça va être chiant !» Et en fait, j'ai lu ce livre, j'ai tellement aimé parce qu'il y a un côté extrêmement émouvant dans cette lecture. Becky Chambers m'aura apporté, grâce à son héroïne et une psychologie de personnage très intéressante en si peu de pages, elle m'aura apporté de l'émerveillement. J'ai ressenti cet émerveillement en arrivant sur ces planètes. J'aurais jamais cru ça de ma vie, mettre les pieds, j'avais l'impression moi-même de mettre les pieds sur cette planète et de me retrouver face à un silence et de le vivre et de le ressentir. Je n'aurais jamais cru vivre ces sensations et c'est Becky Chambers qui me les a fait ressentir. J'ai adoré ce bien-être et ce stress aussi, hein, parce qu'il y a un peu de stress dans cette lecture. J'ai adoré, c'était passionnant et en plus il y a ce côté un peu scientifique comme ça, je ne sais pas si c'est vrai évidemment parce que j'y connais rien. J'ai trouvé ça très intéressant de nous expliquer ça, des choses que je ne connais absolument pas, mais d'une manière très bienveillante et didactique. Et Apprenti par bonheur, c'était une pépite de lecture cette année. Et on arrive à mon top 2, n'est-ce pas ? Cette année, j'ai découvert, grâce à Pico, que j'embrasse et que je remercie, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic qui est publié chez De Noël. C'est un roman magnifique. Un roman magique qui va un petit peu mélanger tout ce que j'aime en littérature, c'est-à-dire de la cruauté, parce qu'il n'y a rien à faire, je suis un petit peu psychopathe, il faut le dire, de la cruauté, le côté conte, que j'aime beaucoup. J'aime énormément tout ce qui est réécriture de contes et ici on a un côté conte justement avec l'explication de qui sont ces deux sœurs. Donc au début on va découvrir deux sœurs qui ont des prénoms tout à fait originaux. Il y en a une qui s'appelle Agonie, l'autre Félicité et on va voir sous forme de conte cruel comment ces filles vont naître au sein de leur famille très étrange et dysfonctionnelle. Et donc le début commence comme un conte hyper cruel et assez glauque, il faut le dire. Alors, on va suivre principalement Félicité qui est passeuse de fantômes, qui va donc avoir des conversations avec des fantômes grâce à toute une cérémonie du thé. On a donc ce côté psychologique qui est très important dans cette lecture parce qu'elle va retrouver, pour une raison que je vous laisse découvrir, elle va retrouver sa sœur qu'elle n'a pas vue pendant des années et on va voir ces tensions qu'il y a entre ces deux sœurs. Et on a ce côté magie, poésie et humour présent avec toutes ces cérémonies du thé, avec ces théières qui ont leur propre identité, ces théières qui, si on les utilise pas trop, décident de sauter elles-mêmes de l'armoire. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de très, très humoristique. Aussi, grâce aux fantômes qu'on rencontre, parce qu'on va entendre parler des fantômes, on a ce côté fantastique. Alors moi, j'aime pas du tout les fantômes. C'est vraiment pas, ça m'intéresse pas du tout. Vous allez me dire pourquoi tu lis un truc du thé pour les fantômes. Bah écoutez, voilà, c'est Pico qui m'a donné envie de lire. Et en fait, le côté fantôme m'a beaucoup plu dans cette lecture. Regardez, j'ai des citations. Et alors on a, quand je vous dis tout ce que j'aime en littérature, on a une plume divine. On a un narrateur qui a beaucoup d'humour dans sa plume et qui de temps en temps s'adresse à nous en nous expliquant certaines choses. Une lecture splendide, pleine de sentiments très différents et effectivement c'est difficile de le conseiller. C'est un livre un petit peu pépite et unique en son genre. On nous dit que c'est une quête intime où la poésie des contes infuse le réel et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'était vraiment, je pense, ma plus belle lecture de l'année. Il y en a encore une autre que je mets en premier lieu, mais je pense qu'elles se valent l'une l'autre parce que c'est des lectures qui m'ont profondément marquée. Et donc le dernier livre, le premier livre de cette sélection, il s'agit de Miniaturiste de Jessie Burton qui m'aura foudroyée. Quand je l'ai fini, je crois que j'ai écrit sur Livre Addict « Oh que j'ai aimé ce livre, oh que je l'ai aimé » ou un truc à la con. Mais bref, pour dire que j'écris pas souvent sur Livre Addict ce que je ressens sur les livres. Mais là, je devais le partager parce que c'était incroyable cette lecture, l'histoire de cette petite jeune fille qui va être mariée de force dans les années 1680. J'ai adoré cette lecture qui aborde pas mal de thématiques hyper intéressantes et en même temps il y a ce côté magique avec l'apparition de petites miniatures avec une peinture d'Amsterdam des années 1600 formidable, des personnages puissants. Je vous le conseille 1000 fois. J'ai voulu lire la suite, je l'ai acheté même et en fait j'ai eu peur. Je l'ai commencé, je me suis dit ah, je retrouve pas la magie qu'il y avait dans Miniaturiste et je l'ai laissé tomber. Et je pense que je vais le revendre ou le donner, je ne sais pas. Mais j'ai eu peur de perdre et un peu de gâcher mon souvenir de cette lecture. J'ai donc adoré Miniaturiste de Jessie Burton, dont je vous ai parlé 26 000 fois. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, votre top 5, vos 5 meilleures lectures de l'année. J'ai
hâte de vous lire en commentaire parce que vraiment, c'est ce que je préfère regarder comme vidéo, c'est les tops de l'année, ce que je préfère faire évidemment. Donc comme vous voyez, une année hyper diversifiée, hyper riche en lectures passionnantes, que ce soit Rosine, que ce soit Tillier, que ce soit bref. Je me suis régalée moi cette année, je n'ai qu'une hâte, c'est entamer une nouvelle année de lecture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!